Montréal République! Le rêve, quand on dit le rêve, la réalité, because that's what we're working for. Oui, c'est exactement. Non. C'est vers ça qu'on se tourne. Ben, Woodstock, au départ, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui est né après l'assassinat de Freddy Villanueva. On disait souvent dans le quartier que cet épisode était à prévoir parce qu'on parlait énormément de profilage racial dans le quartier. Surtout le policier qui a tué Freddy, on parlait de lui quasiment comme le cow-boy de Montréal-Nord. Il traquait beaucoup les jeunes. Beaucoup de militants se sont ralliés à la cause, sont venus, oui, du quartier de Montréal-Nord, mais de d'autres quartiers, et ont fait plusieurs revendications. Je sais que Woodstock est né de revendications importantes. Notre cofondatrice, qui est toujours avec nous, Narges Moutafa, est allée au conseil de ville quelques semaines après la mort de Freddy, puis a dit des choses comme il faut que la police arrête d'enquêter sur la police, qu'il y a du profilage racial dans le quartier, puis que le maire, qui ne voulait pas nécessairement prononcer ces termes de profilage racial, devrait démissionner. On fait un peu les mêmes choses aujourd'hui avec un premier ministre qui dénie le fait que le racisme systémique existe. Donc, Woodstock, c'est un mouvement antiraciste qui est là pour créer, dans la mission aussi première, des espaces de dialogue pour et par la communauté, afin de créer des communautés solidaires, inclusives. Là, on parle d'une équipe majoritairement de femmes. Là. Plus de 99 de notre effectif, c'est des femmes racisées immigrantes. Fait que j'ai envie de dire que c'est ça, Woodstock, c'est vraiment des femmes de couleur, de différentes cultures et d'origine qui font de Woodstock, mais c'est avant tout les Nord et les Nord-Montréalaises qui sont aussi derrière Woodstock. Un an après la mort de Freddy, il y a eu un forum social. Donc, c'est la première activité qu'il y a eu en lien avec Woodstock. Puis, le nom premier de Woodstock, c'est Montréal-Nord République. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve de merveilleux, de dire en tant que quartier, comment on se mobilise quand un des nôtres décède. Donc, le forum social était vraiment là, comme Fatima a dit, pour concerter la communauté. C'est vraiment un réflexe qu'on a, c'est de se dire que la communauté, c'est déjà ce dont elle a besoin. Elle connaît les projets, elle connaît ses besoins, il faut lui donner une porte, un micro pour qu'elle puisse communiquer les besoins, puis les services, les initiatives qu'elle veut voir dans le quartier. Donc, Montréal-Nord République est devenu Woodstock. Woodstock, c'est un clin d'œil à Woodstock, le fameux concert aussi qui était très revendicateur. Puis c'est dans l'idée que Hood, c'est pour le quartier, donc Fougou, pareil pour. Puis la musique a une place quand même névralgique. Quand on écoute de la musique, c'est libérateur. C'est une façon aussi de gérer notre colère, gérer notre frustration. Donc pour nous, beaucoup de projets sont autour de l'art et de la culture aussi. Je dirais pas tant que c'est un changement de direction. Je crois que c'était vraiment un mouvement, comme j'ai dit au départ, de bénévoles, de gens qui se mettaient ensemble. Donc, on est vraiment à la case zéro. Les rencontres se faisaient dans un appartement d'un des cofondateurs, Guillaume Hébert, justement. Je crois qu'avec le temps, le shift aussi, c'est 2020. Je veux dire, durant la pandémie, il y a un virage qu'encore une fois, on a resté fidèle à notre mission première, c'est-à-dire d'être à l'écoute de la communauté, mais aussi les aider en offrant du soutien durant la pandémie. Mais la mort de George Floyd a donné un impact planétaire, c'est-à-dire beaucoup de personnes se sont dit, OK, quelle organisation parle d'antiracisme, de profilage racial dans la métropole? Puis Woodstock est vraiment dans un positionnement précis parce qu'on est un des rares qui le fait depuis maintenant plus d'une décennie. On est environ à 8 projets, 3 événements. C'est pas en 2020 qu'on s'est réveillé, on s'est dit, on va faire ces projets-là. Ces projets étaient déjà en tête, déjà élaborés, il y avait déjà eu des brainstorms, mais là, on se dit, OK, on a un financement, on peut faire CARE. OK, un financement, justice holistique peut se faire. Stop les violences sexuelles, c'est un projet, je crois que c'est depuis 2017 qui avait été réfléchi, mais c'est en 2020 qu'on a eu le financement. Donc, ce laps de temps, c'est tout simplement pas par manque de volonté, c'est juste par manque de moyens. Donc, on a juste hâte de brainstormer encore avec la communauté pour d'autres initiatives futures. Fait que oui, nos services sont spécifiques à la communauté nord-montréalaise. Puis moi, je trouve que c'est important qu'on reste ancré dans notre territoire, que nos services restent ancrés à Montréal-Nord parce qu'on a un des arrondissements où est-ce qu'on est déficitaire de beaucoup de choses. Déficitaire de logement social, on est déficitaire de transport public et commun, on est déficitaire d'espace public vert, déficitaire d'espace public social, on est déficitaire de... La liste est très longue, fait que pour moi, je vois pas l'intérêt à Woodstock de migrer à l'extérieur de son territoire qui l'a vu naître et la raison pourquoi Woodstock existe. La moitié de notre conseil d'administration viennent de Montréal-Nord. Fait que c'est important parce que ça dit beaucoup sur comment, même quand
les gens qui ont fait partie de la fondation de Woodstock, l'équipe ne sera plus ici, eh bien, le conseil, lui, va devoir toujours rester ancré dans le territoire, toujours auprès de la population qui l'a vu naître. Durant la COVID, on avait un projet qui s'appelle Équitable parce qu'on fournissait du matériel numérique. Puis je me rappelle frapper à la porte d'une jeune fille pour lui remettre son ordinateur. Puis elle se met à pleurer. Elle faisait comprendre en fait que tous ses travaux de session se faisaient à travers son téléphone cellulaire. Et souvent, des gens qui réussissent pas nécessairement à l'école, on se dit, ben ils veulent pas avancer, c'est parce qu'ils sont pas capables. Non, ben ils n'ont pas les moyens. Et elle disait, moi, je veux vous m'aider à avoir une réussite éducative. Puis ça m'a donné beaucoup d'émotions. J'étais très émotive à la fin de notre conversation. Naomi Alexis, qui est une de mes collègues, mais qui est avant tout une citoyenne nord-montréalaise, m'inspire à tous les jours. C'est une mère monoparentale. C'est une énorme gestionnaire. De 5 ans. De 5 enfants. C'est une femme noire, c'est une femme qui vit le quartier, c'est une femme tellement généreuse. Puis c'est une collègue, on revient à comment justement on est une équipe inspirante aussi parce qu'on est jeune puis parce qu'on a cette volonté. Mais c'est une personne qui m'amène tout le temps à revoir mes propres conceptions de l'inclusion. Tu sais, elle m'amène constamment aussi à l'essentiel des choses. Parfois, tu peux avoir ces idées-là de projet, puis elle fait comme non, comment qu'on fait pour nourrir les gens? Puis je suis comme merci de me ramener à l'essentiel, de me ramener. Puis ça me permet que nous, à Woodstock, à travers notre projet Super Voisine, par exemple, on arrive à créer du lien avec les gens, mais du lien que les gens, ils savent que quand ils viennent aux activités, ils vont pas juste manger une salade, là. Ils vont manger comme consistant, ils vont manger de la viande, je vais me préoccuper pour qu'il y ait du riz, des patates, parce que je sais que probablement il y en manque à la maison. C'est une autre citoyenne qui me dit ça, elle disait « Moi, je sais que quand je viens aux activités de Woodstock, je viens pas pour rien. » Je trouve qu'on a tellement été inspirés finalement au quotidien des gens qu'on croise dans la rue, surtout dans notre quartier, parce qu'on a un quartier où est-ce qu'on a des gens tellement résilients, tellement créatifs, tellement innovateurs pour comme justement être capable de vivre, mais souvent survivre à ce système, à cette société. Moi, je veux pas qu'on fasse l'apologie de la pauvreté belge, genre. C'est pas beau être pauvre, c'est pas le fun être pauvre, c'est chiant, ça a plein de conséquences. Ça a des conséquences sur ta santé, ça a des conséquences sur ta perception, ton estime de toi, ça a des conséquences sur ta capacité de réussir. Fait à Woodstock, on essaie très fermement de faire attention à ça, à pas justement romantiser la pauvreté puis de dire que parce que moi, je vais être une self-made, même si, tu sais, moi, j'ai grandi en Montréal-Nord, j'ai fait des études supérieures, mais ça veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a les mêmes opportunités, c'est pas tout le monde qui a grandi dans les mêmes milieux familiales. Fait que, tu sais, ce qui, souvent, pour moi, sont des préjugés, c'est la perception qu'on a puis qu'on a de stigmatiser des communautés. C'est là que, pour moi, sont des préjugés. Parce qu'on peut avoir des personnes pauvres blanches, mais on n'en parle pas de ces gens-là à Montréal-Nord. Quand on parle de pauvreté, c'est la pauvreté noire. La pauvreté, elle est diversifiée dans notre quartier. C'est quelque chose qui est général. Puis ça, c'est un problème auquel il faut qu'on s'attaque. Mais c'est là que je trouve, puis c'est aussi quand on vient parler, par exemple, de violence, puis que là, on stigmatise, puis qu'on essaie d'apporter la caméra vers simplement les communautés noires. Pour moi, ça, c'est de la stigmatisation, c'est pas des préjugés. Puis aussi, c'est de se poser la question à l'inverse. Si le jeune, il se tourne pour vendre du cannabis, peut-être ça fait 10 fois qu'il va porter son CV quelque part puis qu'il n'y a personne qui a ouvert la porte, tu comprends? Ça fait 10 fois aussi qu'à l'école, on lui dit que c'est un moins que rien. Ça fait 10 fois qu'il écoute à la télé qu'il y a comme à Montréal, lui, il n'y a pas d'avenir. Fait que s'il y a un gars qui vient lui dire « Yo, man, tu vas faire 1000$ la semaine, peut-être 2000$ si tu viens vendre du weed au coin », finalement, moi, je le comprends beaucoup, ce jeune-là, de se tourner vers cette question-là, tu sais. Puis, encore une fois, c'est de revenir à la racine du problème réel que de tourner la caméra vers des gens. Puis c'est ça que je trouve que souvent, les médias québécois en particulier, l'Institut médiatique à large fait souvent, c'est qu'on essaye de trouver le problème chez l'individu alors que c'est la société qui va mal. Quand on parle de violence armée, si la violence armée a eu lieu à Montréal-Nord, on va spécifier Montréal-Nord. Si la violence armée a eu lieu dans Rosemont, on va dire qu'il y a de la violence armée à Montréal. On ne va pas vouloir stigmatiser un quartier. Par contre, quand on va vouloir parler de Montréal-Nord, la stigmatisation, là, elle se fait très rapidement, les sauts. On a en plus un premier ministre, comme tu l'as très bien dit, qui nie ça complètement. Un média, un empire médiatique québécois qui capitalise sur la haine des communautés.
Même la façon, souvent les mots qu'on utilise pour parler de Montréal-Nord va tout le temps se différer que quand on parle de d'autres quartiers. Cette représentation médiatique, les médias ne se rendent pas compte, les journalistes, l'institution, ça a un impact sur les commerces, ça a un impact sur la qualité de vie des gens à Montréal-Nord. C'est pas normal qu'un jeune qui a grandi à Montréal-Nord ne veuille pas rester à Montréal-Nord. Puis ça a un impact sur le sentiment d'appartenance au quartier, ça a un impact sur notre travail à nous en profondeur, sur justement comment on fait pour travailler la participation citoyenne quand on a des citoyens qui se savent complètement délaissés, quand on a des citoyens qui veulent quitter quand ils vont enfin arriver à faire un changement de classe. Fait que ça a tout un impact systémique sur beaucoup de facteurs dans notre travail. Ça prend du temps. Bien, pour moi, les médias, ça nourrit l'ignorance aussi de ceux qui n'habitent pas dans le quartier. Oui. C'est-à-dire, très souvent, les gens, si tu ne viens pas à Montréal-Nord, tu vas croire, comme dans les médias, j'ai déjà entendu ça à la radio, que c'est le Far West de Montréal. Et moi, je dis souvent, en tant que femme noire, c'est le quartier où je me sens être Cassandra et pas être une femme noire. Dans d'autres quartiers, je me sens regardée. Dans d'autres quartiers, je me sens pas à ma place. Dans d'autres quartiers, je sens que je dois valider mon existence. On ne me questionne pas sur la raison de ma présence dans un quartier. Donc, il faut vraiment savoir que cette ignorance, elle est dommageable pour les Nord-Montréalais, mais en dépit de celle-là, ça ne les empêche pas d'être fiers d'être Nord-Montréalais. Puis ça, je trouve ça beau. Montréal-Nord République! Le rêve, quand on dit le rêve, la réalité, because that's what we're working for. Oui, c'est exactement. C'est vers ça qu'on se tourne. Pour moi, honnêtement, je parlais tantôt de... J'aimerais qu'il y ait plus de mobilité, encore une fois, donc plus d'accès. Fatima est très bonne dans ça, là, les pistes cyclables, le transport. Moi, je pense beaucoup à l'éducation. Je veux des pavillons un peu universitaires dans le quartier, des cégeps, qui ont vraiment un accès plus facile à l'éducation, à l'art aussi. Évidemment, on parle souvent de logements sociaux encore, c'est tellement important dans un quartier comme Montréal-Nord. Mais pour moi, c'est continuer aussi l'écoute aux citoyens. Je n'aimerais pas une gentrification qui soit alarmante, puis vive et fulgurante comme on a vu dans d'autres quartiers. Pour moi, je veux que ce soit les Nord-Montréalais qui bénéficient des solutions qu'ils ont émises par eux-mêmes. Moi, mon Montréal-Nord, parce qu'on va réussir à le faire. Exact. C'est sûr que Montréal-Nord, pour moi, dans le futur, reste le quartier des personnes noires, le quartier des personnes issues des communautés de la diversité, tout. Parce que j'ai vraiment peur de cette gentrification-là. J'ai vraiment peur que la crise du logement nous impacte, puis je le vois déjà qu'il y a un impact sur notre population. Mais c'est vraiment qu'on arrive à préserver cette diversité. J'espère que les jeunes qui grandissent ici, j'espère qu'ils vont vouloir y rester puis s'y investir. Pour moi, c'est vraiment d'arriver, puis je le dis souvent, à nous stabiliser, à créer un projet qui répond réellement à l'image qu'on essaye de projeter. Moi, c'est ça au TUTOC, dans comme 10 ans, on a un centre de recherche qui fait de la recherche sur Montréal-Nord. On a des immeubles dans le nord-est, genre des immeubles. On en a genre 15, genre. On a un bureau immense devant un parc, comme ça, genre, on watch quand la police arrive, puis on fait de l'intervention vraiment bien terrée auprès de nos jeunes, puis on a un espace chilling pour nos jeunes, puis on a des espaces de coworking pour les gens. Puis on a aussi, juste à côté de Woodstock, on a enfin le centre d'hébergement pour Woodstock, pour les violences à caractère sexuel, pour des femmes toutes des personnes non-binaires qui vivent des violences peuvent venir nous voir. Fait que j'ai vraiment beaucoup de visions positives pour le Woodstock du futur. Pour moi aussi, le volet, et je le disais plus tôt, c'est le fun d'avoir un accueil pour des militants et militantes. Et en tant que coordinatrice générale, je veux que ça reste et demeure et ça continue, puis on s'améliore dans ça, un espace de travail sain, les plus sécuritaires que possible, parce que combattre le racisme et le vivre en même temps et faire ça de sa profession, c'est un challenge. Ça ravive des traumas, c'est beaucoup. Donc pour moi, c'est comme je veux vraiment que l'expérience de travail de chaque personne qui vient à Woodstock soit positive. Donc je veux que dans 10 ans, ça reste ça. Puis que aussi, on reste aussi dans nos valeurs de cette mobilité, cette flexibilité doit rester. L'immeuble peut être là, mais je veux toujours qu'on soit capable de rapidement aller chez les citoyens, faire des projets comme immeuble à immeuble, super voisine, cogner aux portes des gens puis être présent sur le terrain. Pour moi, ça ne doit pas changer. Puis je dis souvent, quand tu rentres à Woodstock, tu sais,
Once a Houstonienne, always a Houstonienne. Mais je veux dire, pour moi, il y a ces 15, 20, 30, 40, 50 autres femmes et hommes qui sont passés à travers l'organisation. Et pour moi, et qui sont très loin dans la société aujourd'hui. Puis je leur lève mon chapeau. Puis c'est aussi avoir cette conscience-là qu'il y avait des gens avant nous. On est là aujourd'hui. Puis l'après va être encore plus glorieux que ce qu'on fait maintenant.